Merci à tous d'être au rendez-vous de 13h15. Nous allons aujourd'hui remonter le temps et retourner sur les traces de nos ancêtres, et pas n'importe lesquels, ceux qui habitaient ici, dans l'Hexagone, en Ardèche, il y a 36 000 ans. Le temps des hommes des cavernes, des Cro-Magnons, dont on sait désormais avec certitude que certains d'entre eux avaient un talent. Ils dessinaient. Direction la grotte Chauvet, une découverte majeure, un dimanche d'hiver 1994. 3 spéléologues partent pour la journée. Jamais ils n'avaient imaginé une seconde qu'ils allaient découvrir l'un des ou le premier chef-d'œuvre de l'humanité. Des murs, des fresques, des dessins et une aventure incroyable dans le temps signée Anne-Sophie Martin, Joseph Hallé et Anthony Santoro. En Ardèche, la rivière a façonné le paysage, les gorges, les falaises et leurs cavités innombrables qui invitent à l'exploration. Éliette Brunel, Christian Hiller et Jean-Marie Chauvet, spéléologues, forment un trio d'inséparables. Jean-Marie, lui, est l'inventeur, comme on dit, de la grotte qui porte son nom. Cette grotte nous attendait. Je pense qu'elle nous attendait. Aujourd'hui, 25 ans après, c'est comme si c'était hier. C'était un dimanche, le 18 décembre 1994. On se retrouve avec Éliette et Christian, on dit bon, on va où? Il y avait une autre cavité dans les gorges, au milieu des gorges. Mais il fallait descendre dans les falaises. Moi, ça ne m'intéressait pas trop ce jour-là. J'ai dit, on pourra aller finir cette fameuse grotte. Ouais, mais tu verras, il n'y a rien. Bon, on y va, mais après, tu nous... Ouais, il n'y en a plus. Bon. Et voilà, ça a été la découverte du siècle. D'abord, ils veulent vérifier un trou souffleur, le courant d'air qui signale une grotte. Éliette, la plus menue, va jouer les éclaireuses, les deux hommes derrière. En fait, quand on arrive qu'on a des obstrués, et quand vous franchissez les premières 30 secondes que vous franchissez le passage étroit, et que derrière c'est l'inconnu, c'est là où tout devient magique. C'est en fait être les premiers. Avec votre faible lumière à éclairer, vous commencez à voir les panneaux. Je veux dire, tout ça, c'est quelque chose qui vous prend. Mais tout ça cumulé, c'est que votre fort intérieur est prisonnier. Ça y est, vous êtes prisonnier des sensations. J'étais là avec mon projecteur, des chevaux. Et maintenant, ça, il m'imite tout le temps sur ce moment. Le moindre mouvement, la moindre goutte qui tombe prend une ampleur dont on ne peut pas quantifier. C'est pas ça, c'est que vous êtes en transe, en exploration, mais en transe, vous êtes à l'intérieur. Les torches faiblissent, bientôt la nuit sera totale, dangereuse. Alors les 3 découvreurs ressortent et vont reboucher l'entrée.
Ils restent très discrets. Ils reviennent une semaine plus tard et réalisent les premières images qui feront bientôt le tour du monde. Voilà, ça c'était la grandeur du boyau original de la découverte. Là c'est Christian qui passe. Et la descente du puits. Attendez, on continue tout droit où l'instinct nous a amenés. En fait, ceux qui étaient au bord, comme on avait des petites lampes, ceux qui étaient au bord, on ne l'a même pas vu, puisqu'on est allé tout droit, on est aspiré par les volumes, par la grandeur et par le décor. C'est Eliette, l'éclaireuse, qui voit tout à coup deux traits rouges et s'écrie « Ils sont venus !» À partir de là, on est rentré dans la préhistoire. Et c'est vraiment ce qu'on peut rêver de plus extraordinaire. Parce qu'un rêve de spéléologue, c'est un jour de trouver un Lascaux. Mais en fait, quand vous êtes lié à un Lascaux, vous êtes au-delà de vous imaginer l'importance que ça va prendre. La politique s'invite aussitôt dans la préhistoire. Le ministre de la Culture chiracien, Jacques Toubon, choisit de révéler la découverte le jour même où Édouard Balladur, l'ennemi intime, annonce sa candidature à l'Élysée. Tandis que les trois découvreurs deviennent des héros nationaux. L'État veille à la protection de la merveille et surtout après les dégâts irrémédiables de Lascaux, Chauvet sera interdite au public et transformée en bunker. Pour que ce trésor soit partagé, une réplique est construite, Chauvet 2. C'est une première. De vraies fausses parois en résine, des reproductions à couper le souffle, la grotte comme ressuscitée. Gilles Tosello est un maître faussaire, c'est lui qui a copié les fresques originales. Et pour ça, il a dû retrouver le geste. Pour le trait noir à Chauvet, on sait que c'est du charbon, du dessin au charbon, au fusain. Évidemment, la situation est très facilitée pour moi puisque je suis sur un papier lisse et une table. Il faut imaginer que sur une paroi rocheuse, c'est beaucoup moins facile. Mais voilà, par exemple, on peut facilement, en quelques lignes, vous dessinez la silhouette d'un cheval. Bon, après, on peut raffiner un peu les choses. À partir du noir du contour, eh bien, commencer à modeler la surface et le fond rocheux va créer une sensation de volume. Va détacher, en fait, la figure du fond. Voilà. Tout repose sur le talent, j'allais dire parfois presque le génie de l'artiste. Il n'y a pas la technique ne constitue pas un obstacle. Qu'est-ce qui vous a été le plus difficile à reproduire ? C'est sans conteste le groupe des 9 lions du centre du panneau des lions, parce que j'ai beaucoup réfléchi à ça et je pense que c'est lié au fait que, surtout pour les lions, ce sont des animaux qui ont un regard. Et qui ont un regard qui est créé par le fait qu'ils ont une pupille noire et puis autour, l'artiste a gravé le blanc de l'œil. Ce qui fait que chaque lion a un regard précis qui n'est pas le même que son voisin, etc. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce côté de la pratique de nos plus lointains ancêtres et de voir que déjà, on a des choses extrêmement sophistiquées qui sont en place. Mais je me suis aperçu que c'était une affaire millimétrée.
Je suis née à 50 km de la grotte Chauvet, donc ça m'émeut d'autant plus de savoir que finalement, très près de mon lieu de naissance, on vient de découvrir un site qui va être majeur dans l'histoire de l'art et l'histoire de la préhistoire. Valérie Mollès était étudiante en archéologie à ce moment-là. Et elle s'est dit qu'elle avait fait le bon choix. La chance a continué. Elle est aujourd'hui responsable des guides de Chauvet 2. Ces artistes ont privilégié une paroi complètement torturée. On est face à une fresque qui est un des grands chefs-d'œuvre de la grotte Chauvet. On est face à de grands maîtres du Paléolithique. Quand on voit la manière dont ils ont organisé, on est sur une composition qui est digne d'un artiste de la Renaissance ou actuel. Et dans une autre salle, ces points rouges d'un seul homme, comme une signature ou un autoportrait. On a vraiment un point qui a voulu être réalisé. Donc c'est un acte prédéterminé et qui nous invite à penser qu'on appuie fortement sur le dos de la main pour pouvoir réaliser un point et non un cercle, puisque le creux palmaire, sinon, s'inscrirait sur la paroi. En mesurant, on est en capacité de savoir que cette main est de taille plus importante que celle qui a été utilisée dans le panneau à côté, ici, puisque la taille est plus petite. Alors, est-ce que ça... Ici, nous avons un individu de plus grande taille, 1,80 m, c'est cohérent aussi avec ce qu'on connaît pour les anatomies de ces Homo sapiens. Donc peut-être un homme et peut-être un individu féminin ou un adolescent à côté. En tout cas, on a bien deux personnes qui ont laissé chacune sur un panneau différent et sur une surface plane pour travailler. Il est vrai que dans le bestiaire classique des autres grottes ornées, en général, c'est plutôt les bisons, les bouquetins, les aurochs, qui sont les taureaux de la préhistoire, si vous voulez. Et la grande particularité de Chauvet, c'est effectivement qu'ils ont privilégié, au contraire, les animaux plutôt dangereux, puissants, rapides, qu'on va trouver dans cette Europe qui est une Europe glaciaire, et il ne faut pas oublier. Ici, le lion des cavernes, sans crinière, le plus grand prédateur de l'époque. Là, l'unique panthère de l'art préhistorique, ou encore des aurochs aux cornes démultipliées qui donnent l'illusion d'un immense troupeau. Il semble qu'il y ait quand même ce qu'on appelle des séquences narratives. Ça évoque des séquences narratives où, effectivement, il y a une action qui se fait au moins entre deux espèces. Mais si on regarde en détail, il y a des choses assez incroyables qui sont mêlées. Est-ce que vous avez remarqué ces deux félins qui sont nez à nez? Comme s'ils se donnaient quelques coups de nez au milieu. Il y a toujours, quand on commence à détailler un petit peu chaque figure, des choses assez étonnantes qu'on ne voit pas au premier abord. Au total, 1 millier de dessins, mais jamais l'homme n'est représenté. Pourquoi? L'homme n'est pas du tout un dominant, et l'homme devait même se voir, s'imaginer, s'identifier plutôt à l'animal qu'à un homme tel qu'on a tendance, nous, aujourd'hui, à le faire. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut imaginer ces lieux qu'on appelle d'ailleurs des sanctuaires du Paléolithique. I ride, I ride
mars dernier, eux aussi sont tombés amoureux de la grotte Chauvet. L'équipe scientifique emmenée par Carol Fritz, spécialiste de ces peintures sur parois, qu'on appelle l'art pariétal. Ils n'ont le droit d'y aller que 3 semaines par an à cause des gaz dangereux. On est arrivé. On souffle un peu, on va se refroidir. Parce que si on rentre comme ça dans la grotte à 12 degrés, on va après attraper un gros rhume. On a le temps de se prendre un petit café. Nous devons les laisser sur le seuil. C'est Carol Fritz qui va exceptionnellement filmer pour nous. Voilà. Donc là, on circule. Je suis obligée de circuler à 4 pattes parce que j'ai mon sac à dos. Je descends. Voilà, donc on arrive en haut de la cheminée. Je vais m'attacher. Voilà. Voilà. Et là, on arrive. Voilà, donc on vient de descendre tout ça. Et là, on arrive dans une des premières salles. Et puis, par ici, en fait, là-bas, ce que j'éclaire, c'est par là qu'il y avait l'entrée naturelle de la cavité. Donc, vous voyez, hein, ce sont des grandes salles. Ici, un grand pilier. Et puis ces sols magnifiques, hein, scintillants, qui ont emprisonné un certain nombre d'os. Donc on va se baisser pour pouvoir passer, surtout quand on a un sac sur le dos. Voilà. Donc on est dans la galerie du Cierge. Et au fond, on voit la zone d'activité des chercheurs. On voit dans la lumière là-bas. Cette lumière, elle est due à des grands ballons. On est face à des sociétés qui ont disparu, on n'a plus de locuteurs, on fait quoi? On regarde les dessins et on fouille les poubelles. Parce que quand on fouille un site archéologique, on fouille ce qu'ils nous ont laissé. On essaie de comprendre les savoir-faire de ces sociétés, de ces humains et le pourquoi de ces dessins sur les parois. Cela fait 20 ans qu'ils viennent et reviennent ici pour tenter de percer les mystères de la grotte. Carole, au centre, a fait partie des pionniers. Ma première fois, elle restera gravée dans la mémoire jusqu'à la fin de mes jours. Et j'oublierai jamais l'émotion qu'a suscité cette grotte. Je me suis mise à pleurer devant la beauté et la sensibilité de ces dessins. Corne, un bison. Alléluia. Deux cornes, la néon, la barbe, le fanon. En 1999, c'est l'une des premières descentes de l'équipe scientifique. Nous sommes alors au temps de l'inventaire.
cuve. Non, on dit qu'il a un arrière-train imposant. Il a une surcharge pondérale au niveau de l'arrière-train. L'attrait de cette grotte, c'est sa conservation. Ça, j'avais jamais vu ça avant. On est dans une boîte, si je puis dire. Le porche est effondré, ça a tout fermé, tout colmaté et ça n'a plus bougé. Ça, c'est le miracle, un miracle de la conservation. Et c'est vrai que quand on est devant ces panneaux et qu'on voit les traces de doigts sur les parois, on se dit, si je me retourne, ils sont là. Le fameux miracle de Chauvet, on le doit à une catastrophe il y a plus de 20 000 ans. La falaise s'est effondrée, elle a bouché le porche, plus possible d'y entrer. Voilà comment elle est devenue un coffre-fort. Et aujourd'hui, un laboratoire. Ils ont installé des pas japonais hors des passerelles pour approcher du chef-d'œuvre, le panneau des lions. C'est Carole Fritz elle-même qui assure la mission ultra sensible de faire les prélèvements pour une datation au carbone 14. Celui qui a authentifié Chauvet, c'est lui, le grand paléontologue Jean Clotte. En 1998, il avait monté la première équipe internationale d'experts pour travailler sur la grotte et faire parler ces innombrables indices. Ils ont été malins. Pour ne rien abîmer, ils ont fixé l'appareil photo au bout de cette perche. On ne l'avait pas jusqu'à Non, on n'avait pas la patte arrière. Et on n'avait pas le dessous non plus. Non, je vais la garder, celle-là. Ouais. Et on voit un peu le renne, là. Une espèce de truc qui ressemble à un renne, oui. En rentrant, j'étais... Ma femme, elle me dit, ouh là là, elle me dit, il y a quelque chose, là, parce que rien que de me voir, quoi, parce que j'avais les yeux qui brillaient. Et alors, j'ai dit, ouh, c'est une grotte, je suis tombé amoureux. Je lui ai dit, oh, ça l'a fait rire, bien sûr. Et c'est vrai. Chauvet, je me suis dit, c'est une grotte fabuleuse, quoi. La première question qu'on se pose, c'est de quand ça date exactement. Alors, quand j'ai fait un rapport, d'ailleurs, j'ai dit, moi, si je donnais une date, je dirais autour de 20 000, vous voyez. Et puis, le laboratoire, j'ai téléphoné, je lui ai dit, quand est-ce qu'on aura les dates? Elle me dit, on les a. Ah bon? Je lui ai dit, pourquoi vous m'avez pas téléphoné? Alors elle me dit, parce que c'est pas ce que vous croyez. Ah, vous savez, ça fait jamais plaisir, ça, quand vous êtes un spécialiste. Alors, je lui dis, comment? C'est parce que je crois que c'est plus récent. Ah non, c'est plus vieux. Ah, je dis, ah, bon, ben ça va. Elle me dit, oui, mais c'est beaucoup plus vieux. On les date 32 000. Je dis, quoi? Je dis, mais c'est pas possible. Si, c'est possible, on le sait aujourd'hui. C'était il y a 36 000 ans. Les temps glaciaires laurignaciens. Qui sont les Aurignaciens? Des gens comme nous, enfin presque, les Cro-Magnons, nos ancêtres. Ils maîtrisent le feu depuis longtemps, se nourrissent de champignons et de fruits sauvages, chassent le renne ou le bouquetin, s'habillent de peau de bête. Et en plus, le chasseur-cueilleur est un artiste. Rien à voir avec les clichés de l'homme primitif. C'est vrai que l'archéologie nous démontre qu'à moins 36 000 ans, les Homo sapiens qui étaient là avaient une maîtrise graphique équivalent au plus grand maître de l'histoire de l'art. Qui a peint sur ces parois et dans quelle intention? On sait aujourd'hui qu'ils y faisaient de grands feux. Là encore, pourquoi aussi grand?
Les scientifiques cherchent des réponses. Voici leur QG. Cette année, les places sont encore plus chères à cause du Covid. Ils ne sont que 6 au lieu de 12 à pouvoir travailler dans la grotte en même temps. Voilà, mais en fait, il faut quoi? Il faut 2 heures, quoi. C'est pas... Non, il faut laisser une place à Gilles parce que la semaine prochaine, il n'y est pas. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Voilà. On prend la place alors. Jeudi. Alors là, c'est la fortune. Là, c'est celui qui tire le plus vite. C'est rapide. Mais il y a encore de la place, hein, là. 4, 5... Ah bah non, c'est bon. Thomas et Antoine, eux, font partie des privilégiés pour une raison simple. Ils y vont tous les jours car leur travail sert aux chercheurs sur place et pendant le reste de l'année. Moi, la première descente, je me souviens de quasiment toutes les minutes, mais j'étais tellement sous le charme des volumes, des dessins, tout ça. La première après-midi, j'ai pas pu travailler. J'ai fait que visiter et être juste ébahi, tout simplement. Et après, pas parler? Non, pas parler. Après, quand on ressort, à chaque fois, c'est toujours on a un seul mot ou on peut pas formuler des phrases pour dire à quel point on est envoûté par les lieux, quoi. Moi, je pense, pour le dire assez simplement, je pense que je vivrai jamais une expérience esthétique aussi forte que celle-là. Après, y aller, y retourner, c'est une énorme pression. Il ne faut pas se le cacher. Même simplement retirer l'opercule de l'objectif, c'est une pression, parce que si on le fait tomber, c'est... Donc voilà, manipuler, sortir une carte mémoire, changer une batterie, c'est des choses. Donc on est dans une espèce de concentration et d'énergie. Et c'est aussi ce qui est très fort et passionnant dans ce projet, c'est que du coup, on est ici, maintenant, dans l'instant. Et bien, quand on est dans Chauvet, on est dans Chauvet. Et c'est une expérience assez forte. Voilà. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night, touched the sound. T'as des endroits qui sont piétinés, t'as des espèces de petites mottes d'argile. Ça fait un aspect très bosselé. Ça, c'est le passage successif. C'est la redéposition de l'argile. Ça peut être les ours, ça peut être les hommes, ça peut être les loups. J'ai du mal à croire que les hommes passent par là. Franchement, t'es obligé d'être plié en deux, quoi. Quand tu marches dans la galerie du Cierge, si ton but c'est de marcher, tu vas pas t'embêter à aller ramper à 4 pattes à côté, alors que t'as une torche à la main. Enfin, t'as plus de chances de trouver des empreintes dans les parties marginales. Oui. Parce que quelqu'un y va une fois, 2 fois, etc. Et ensuite, il n'y a plus personne qui repasse dessus. Il n'y a pas l'eau, enfin, si t'as de la chance, il n'y a pas de l'eau qui les détruit, etc. Donc c'est normal qu'on les trouve là, moi, je pense. Autre exception de Chauvet, c'est la seule grotte de la préhistoire où l'on ait trouvé des preuves d'une occupation humaine et animale, les hommes et les ours. Cette grotte interpelle toujours à la fois les visiteurs et les chercheurs, dans le sens où c'est une grotte qui a été naturellement occupée par les ours. Et le symbolisme lié à l'ours est également très très fort. On arrive dans une très très grande salle
la plus grande salle de la grotte, que l'on appelle la salle des Bauges. Donc ce sont des nids de couchage creusés par les ours. Et dès ces premiers secteurs de la grotte, on va retrouver des vestiges osseux. Je pense, Jean-Baptiste, regarde, on va surtout regarder derrière. Et donc on a eu tout ici une zone qui a été extrêmement marquée par des ours. 200 crânes d'ours retrouvés, des empreintes, des griffades sur les parois. Et là, donc, on va partir dans une toute petite niche qui se situe derrière ces chaos rocheux. En descendant vers cette galerie, il va y avoir des traces de polissage intense qui résultent en fait du frottement des fourrures des ours le long de ces parois. Voilà, on peut voir, il y en aura encore d'autres après. On va donc monter à travers ce massif. Et puis on va aller donc la zone qui est éclairée en contrebas où il y a déjà le rail métallique. Compliqué. Donc là, je vais suivre Gilles. L'espace est très étroit. Il nous faut ramper et baisser pour arriver dans cette petite alcôve. Entre ces blocailles, mais des restes osseux d'ours des cavernes. Ici, on a procédé à quelques échantillonnages d'os d'ours. On obtient des dates autour de 35 000, donc antérieures aux premières fréquentations humaines. Il faut encore avancer un peu, Gilles. Et on va le voir, donc, ces représentations uniques d'ours des cavernes. Ici, on a ces ours représentés avec un réalisme tout à fait remarquable. L'ours des cavernes, bien plus imposant que l'ours brun que nous connaissons. À l'œil nu dans Chauvet, on ne voit presque rien. Il faut compter sur les outils informatiques pour aller plus loin, parcourir 100 fois tous les sols de la grotte avec des logiciels sophistiqués. Et à force de chercher des choses, on finit quand même par trouver. Mais là, tu vois un léger ombrage ici, et quand tu joues sur tes ombres, tu vas finir par le voir apparaître. Ah, il est là. Puis après, tu le vois de l'autre côté légèrement. Donc finalement, tu as le talon, le gros orteil, le deuxième, le troisième, le quatrième, le petit doigt. Disons que maintenant, grâce à tout ça, on va pouvoir collecter la piste. Voilà. Donc en tout cas, moi, j'y ai passé la journée. Et mine de rien, sur ce secteur qui, mine de rien, il est grand, mais j'ai une cinquantaine de traces. Je vais dire de traces parce qu'il y a des choses qui sont clairement humaines, des choses qui sont clairement animales, puis peut-être qu'il y a des choses qu'on ne voit pas encore, il va falloir y repasser, y repasser, et voilà. Alors, doucement, je peux faire apparaître des choses. Quand je vais retirer cette texture, on va se rendre compte qu'il y en a beaucoup plus. Hop, faut pas que je me trompe, voilà. Et donc, toutes les impressions qu'on a ici, il y en a qui sont très très nettes, il y en a qui le sont moins. Tout ça, c'est des empreintes d'ours, pieds et mains.
Et on va pouvoir déterminer les sens de circulation de ces animaux dans la cavité. C'est pour essayer de voir par où sont passés les ours pour aller de cette zone d'entrée vers le fond de la salle d'ébauche, vers le panneau de la panthère, et de voir également s'il y aurait des empreintes d'autres animaux, donc que ce soit donc le loup, mais également des empreintes humaines. Vous allez vous fier à cette zone-là, avec l'ombrage que vous avez ici. Voilà, il va être là, le loup. Tout ce que j'ai en point rose, en fait, ici, c'est des empreintes que j'identifie comme étant du loup. Vous allez me dire, mais pour moi, elle se voit, quoi. Si je te dis qu'ici, tu as une griffe, 2 griffes, 3 griffes, 1 doigt, 2 doigts, et l'autre, malheureusement, qui a très peu marqué. Les loups auraient pu accompagner les hommes qui sont allés faire ces peintures dans les parties les plus profondes de la grotte, là où était en fait le cœur de l'hibernation de ces ours des cavernes. Et donc, peut-être que hommes et loups auraient pu coopérer de manière, dans une sorte de comportement d'antiprédation, en guise de sécurisation, quand on explore des galeries profondes que l'on sait être occupées par des ours des cavernes, pour pouvoir aller, en toute sécurité, aller dans les parties profondes de la grotte pour réaliser les peintures. Ami de l'homme, 25 ans après la découverte, cette nouvelle hypothèse bouscule les préhistoriens. Et ce n'est pas fini. Le binôme de la 3 dimensions est de retour à la base avec les images du jour. De là, on peut circuler. Ça, c'est beaucoup de travail quand même. Ce que vous avez fait, c'est énorme. Ouais, c'est chaud. Là, c'est un cheval. Ah ouais, t'as raison, on dirait ouais. Ouais, ça ressemble, ouais. Tout à fait, ouais. C'est au-dessus du pendant du daguet. Voilà, au-dessus, là, la ligne de ventre. Et puis ça repart ici, et je pense que là, on a son arrière-train. Et puis on retrouve la ligne ici. La ligne de dos, ouais. La tête, ça devrait être par là. Ça va beaucoup plus loin. Voilà. Ça veut dire que la tête n'a pas été dessinée ? Elle l'a été, mais elle est certainement endommagée, abîmée ou effacée. Oui, bon, là, il faut refaire des photos plus précises en lumière rasante. Il y a 4 ans, on a découvert un ours rouge. Et peut-être que l'année prochaine, il y aura encore d'autres figures nouvelles. Mais c'est vrai que les grandes découvertes à Chauvet, pourquoi pas, mais on sait que la majorité des choses sont déjà découvertes. Maintenant, il faut les comprendre. À l'aube de l'humanité, il y a 40 000 ans, le pont d'Arc était déjà là. A-t-il donné à la grotte une dimension sacrée ? A-t-il attiré les hommes et les ours ? Le premier qui y est rentré il y a 25 ans a eu l'étrange impression d'être un intrus dans un monde à part. On se sentait observé. On ne sait pas. On s'attendait à derrière nous voir quelqu'un qui passe. Un silence. Ah oui, oui. Mais tous, hein. La grotte Chauvet vous hante tous les jours. Comme que vous fassiez, vous avez toujours à un moment donné où va arriver la grotte Chauvet. Selon la légende, le pont d'Arc représentait un mammouth. Et regardez celui-ci. Son ventre n'a-t-il pas la même forme ? Gilles Tosello a étudié pendant 6 ans le célèbre panneau des chevaux, centimètre par centimètre. Ce grand lion, son corps, il est découpé en fait, pour
laisser de la place aux chevaux. Vous voyez par exemple celui-là dont la tête entre à l'intérieur de la cuisse, ça c'est la queue du lion ici, la cuisse. Et là vous avez ce cas extraordinaire de ce cheval qui va passer la tête par-dessus la ligne de ventre du lion, comme s'il était déjà à l'intérieur. Parce que ce n'est pas une manière de dire que ce lion a déjà avalé en quelque sorte ces chevaux-là. Donc on est dans une histoire d'ordre mythique, d'ordre fantastique. Bien sûr que c'est pas du réalisme. En face, on a une représentation qui est aussi unique dans l'art des cavernes. Le triangle pubien, la vulve, et puis les deux jambes stylisées d'une femme, dont la partie du corps est remplacée à la fois par une tête de lion et par un avant-train, une tête de bison. Voilà. La moitié inférieure est humaine et féminine, et la moitié supérieure est formée des deux espèces qui sont représentées ici. Le fait que l'espèce humaine soit en quelque sorte assemblée avec le bison et le lion devient une sorte de métaphore, de représentation symbolique, cette fois-ci non pas de la mort, mais bien du cycle de la vie. C'est-à-dire que la mort d'une espèce étant absolument indispensable à la survie d'une autre. C'est un mélange de détails extrêmement fouillés et par moments de liberté graphique complète. Et donc de trouver à une époque aussi ancienne de l'humanité des traces tangibles, des preuves tangibles d'une réflexion qui est déjà aussi poussée que ça, moi ça m'a toujours profondément, et ça continue de m'étonner. Un crâne déposé il y a près de 40 000 ans sur un rocher, comme un autel, des banquettes d'argile tout autour, un lieu de cérémonie. Les hommes auraient-ils célébré ici le culte de l'ours des cavernes ? Le grand mystère de Chauvet, c'est que ces gens-là pensaient qu'il y avait des dieux, des esprits dans les grottes, vous voyez, et qu'ils y allaient pour entrer en contact avec eux pour obtenir tel ou tel bénéfice. Là, ils font des dessins pour obtenir quelque chose du monde surnaturel. Ça laisse un témoignage de nos ancêtres, ça c'est clair. Mais voilà, c'est inscrit sur les parois. Il y a tout un message. Après, chacun y trouvera ce qu'il a envie d'y trouver dedans. Un recueillement, quelqu'un qui est peintre va ressentir des sensations. Mais après, la signification sera toujours de l'interprétation. Voilà, après, on y voit ce qu'on veut y voir. Puis c'est un peu un recueillement. Voilà, c'est une grotte à part. Oui, une grotte à part, le premier chef-d'œuvre de l'humanité.